Dans le cadre de Mines d'Histoire, nous sommes aujourd'hui avec Maziar Kojinian de l'ASBL Karima. Vous êtes aussi historien, hein, et vous êtes intéressé notamment à l'immigration turque. Alors, une question qu'on a envie de se poser, l'immigration turque a commencé en 1964 avec des accords signés entre la Belgique et la Turquie. Question qu'on se pose, comment s'est opéré leur accueil? Est-ce qu'il y avait des structures d'accueil? Comment s'est opérée leur intégration petit à petit? En fait, l'immigration turque a commencé en 1963. Le premier accueil, c'est l'industrie charbonnière qui l'a organisé. C'était lui qui les amenait par avion, qui les répartissait dans les différents charbonnages intéressés. C'était eux qui s'occupaient de la question du logement. Et très rapidement, l'industrie charbonnière avait une seule préoccupation, c'était le fait que les travailleurs turcs restent en Belgique. Parce que dans les années 60, il y a une assez grande concurrence entre différents pays, en particulier entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, sur l'immigration de main-d'œuvre. Un certain nombre d'entreprises néerlandaises et ouest-allemandes profitant des recrutements opérés par l'industrie charbonnière belge pour venir piquer ces travailleurs et les faire travailler chez eux. C'est dans ce cadre-là notamment que l'industrie charbonnière va favoriser le regroupement familial. Donc très tôt, on va avoir un certain nombre de familles qui vont arriver, notamment dans la région de Charleroi. Et à ce moment-là, on a un certain nombre de limites dans la politique de l'industrie minière. Et on a les organisations syndicales qui vont les prendre en charge, mais on a un certain nombre d'initiatives. Il y a une initiative assez méconnue qui est celle de l'Église catholique. Donc il y a l'évêché de Tournai qui est fort préoccupé par l'arrivée de ces travailleurs de religions différentes. Et ils vont charger quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Georgerie, qui est l'abbé Georgerie, qui sera à l'origine de la création de l'ASBL Accueil et Promotion des Immigrés, qui existe encore aujourd'hui, et qui sera une association qui va donner des cours de langue française aux travailleurs, qui va s'occuper aussi de leurs enfants. Donc on aura des écoles de devoirs. Et comme ça, on a vraiment des initiatives au niveau du quartier. L'intégration, ça se fait d'abord dans le quartier minier dans lequel on se trouve. Ce sont des familles italiennes, des familles grecques qui s'occupent en quelque sorte de cet accueil, en leur montrant comment il faut se débrouiller pour payer ses impôts ou pour aller faire ses courses, ou leur faire découvrir un petit peu les environs. Et donc très rapidement, il y a une forme de société. L'intégration, dans un premier temps, c'est le lieu dans lequel on se trouve. C'est le quartier, c'est le coron minier auquel on s'identifie. Et les enfants fréquentent la plupart du temps l'école du quartier, et donc s'identifient encore plus dans le quartier dans lequel il se situe. C'est des aspects qui sont assez méconnus. On a toujours tendance à un peu mettre en avant effectivement les phénomènes de concentration, le fait que les étrangers se retrouvent souvent entre eux, fréquentent des cafés. Mais ce qui est assez méconnu, par exemple, c'est que dans les premiers temps, les travailleurs turcs qui arrivent en Belgique fréquentent des cafés grecs. Et il y a des types il y a ces relations gréco-turques qui sont assez méconnues, parce qu'il va y avoir un phénomène de distanciation. À partir du moment où les Turcs vont devenir plus nombreux, ils vont ouvrir leur propre café. Il y aura la dissension avec la crise chypriote en 74 qui va un peu entraîner une forme de distanciation. Mais par exemple, dans le Limbourg, à Genk, il existe encore aujourd'hui une amicale culturelle gréco-turque qui date, qui a été créée dans les années 60, qui s'est mise sous forme d'ASBL en 1968 et qui continue encore aujourd'hui à travers des activités de ciné-club, de rencontres entre personnes de la première génération ou de la deuxième génération. Voilà. Alors une question que j'ai envie de vous poser, on en parle beaucoup, mais est-ce que quand ces Turcs sont arrivés, pourquoi ils sont venus par ici? Les Marocains, on peut comprendre, hein, c'est Hassan II, mais est-ce qu'il y avait le cadre politique de l'époque en Turquie était difficile? Est-ce qu'il y avait sans doute des problèmes économiques ou sur un plan politique? Alors sur un plan politique, il y a eu un coup d'État militaire en 1960, mais c'est pas vraiment des raisons politiques qui ont poussé un certain nombre de travailleurs à venir en Belgique. Il faut savoir que après la catastrophe de Marcinelle, la Belgique a
prospecté un certain nombre de pays, et notamment la Turquie. Il y avait déjà eu des tentatives de recrutement en 1956 et en 1957, mais les autorités turques avaient refusé d'envoyer des travailleurs. D'abord parce que la catastrophe de Marcinelle avait eu une grande répercussion dans toute la Méditerranée, 262 morts, ça ne passe pas inaperçu. Bon, on a un accident minier en Turquie très récemment avec plus de 300 morts, ça ne passe pas inaperçu sur le plan international, et donc les autorités turques rechignaient à envoyer des compatriotes. Mais il y avait une autre raison aussi, c'est parce qu'on avait une politique monétaire extrêmement stricte qui faisait en sorte que les autorités ne voulaient pas envoyer trop de ressortissants turcs à l'étranger pour des questions de devises. Après le coup d'État militaire de 1960, on a aussi l'intervention du FMI, donc on change un petit peu le modèle économique, on commence à se préoccuper de la situation pas vraiment du chômage, du sous-emploi dans les campagnes, c'est qui pousse les autorités turques à envoyer des travailleurs. Les travailleurs partent en Belgique, mais aussi en Allemagne et aux Pays-Bas, dans un premier temps, pour travailler vraiment 1 an ou 2 et retourner au pays, parce que la Turquie, depuis un certain nombre d'années, avait une politique extrêmement favorable à l'économie agricole. Donc il y avait un subside à la production céréalière pour l'exportation. Et ces travailleurs pensaient qu'en économisant un peu, ils pourraient acheter de nouveaux terrains, acheter des tracteurs et pouvoir prospérer sur cette base-là. Ça a aussi été une grande préoccupation pour l'industrie minière. Il y a notamment une anecdote par rapport au charbonnage d'Anzy Pomeroy, qui avait envoyé un courrier à la Fédération charbonnière de Belgique pour se plaindre que certains de ces travailleurs étaient restés 7-8 mois avant même de terminer d'accomplir le contrat de 1 an qu'ils avaient signé au départ d'Ankara, avaient dit à leur patron, écoutez, nous on a économisé suffisamment pour notre projet, nous rentrons chez nous. Et ça a été quelque chose qui a fort préoccupé et qui différencie un petit peu le cas des Marocains avec le cas des Turcs, parce que le Rif, par exemple, était une région qui était complètement déshéritée, qui n'était pas pris en charge par les autorités marocaines qui venaient d'acquérir très récemment leur indépendance. La région du Rif était sous-investi, il n'y avait pas de projet notamment en matière de transport ou en matière de communication, alors que en Turquie, depuis les années 50, il y avait tout un réseau routier qui commençait à relier les 4 coins de la Turquie entre elles. Donc il y avait un phénomène d'urbanisation aussi qui a contribué à ce processus migratoire.